Salut tout le monde, 14 juillet, bienvenue à Angle Mort, merci de me suivre, toujours extrêmement apprécié. Bon, le sujet chaud aujourd'hui, c'est encore toutes les nouvelles dénonciations qui passent allègrement par les médias sociaux. J'aurai bien des affaires à dire de ça, mais je vais laisser aller un peu les événements aujourd'hui parce que la page, le compte Instagram Voices Victims a fermé. Ils ont tout effacé leur truc. J'ai lu ça dans un article de la presse ce matin. Et là, tu sens que ça commence à jouer des deux bords, là. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toutes les dénonciations d'un bord, puis là, il y a du monde. Bref, il racontait dans l'article que ceux qui ont mis ce compte-là et qui sont anonymes, ils se font ramasser parce qu'il y a trop de monde qui dénonce, puis il y a trop de monde qui leur rentre dedans, puis que c'est le bordel, tu sais. Ça fait que je vais revenir là-dessus, là, quand... là, c'est comme c'est le bordel partout, là, tu sais. Je vais reparler de ça probablement demain, plus. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, et puis, je vais vous parler de l'expérience qui est ma plus belle expérience, en tout cas, une des plus belles expériences à vie que j'ai eues, c'est quand je me suis installé un an de temps en France. Je vais vous faire vraiment, là, je vais rentrer un peu dans le détail. Ça ne sera pas plus long que d'habitude, mais je vais vous expliquer comment ce projet-là est venu, comment il s'est concrétisé, le prix à payer pour vivre quelque chose comme ça que tu rêves de faire puis que finalement tu as accompli. La réalité aussi, parce qu'on entend souvent « Ah, voici, tel artiste est en France, c'est terminé, ça y est, il fait une grande tournée des zéniths partout. » Puis non, ben non. Ça fait que je vais tout dire la vraie affaire. Donc, ça... Mon intérêt pour la France était présent, mais sans plus, depuis toujours. J'étais comme un amoureux des États-Unis. J'ai toujours été très US dans mes goûts, là, tu sais, la lutte, Kiss, puis tout ça, là. Puis d'un autre côté, j'aimais beaucoup la France, l'Europe, l'histoire, l'intellect français en général. C'est des intérêts que j'avais, mais pas plus, tu sais. Puis, quand j'ai lancé mon classeur en 2004 dans un épisode de Testostérone, quelques semaines plus tard, alors que je voyais que le projet était parti, tu sais, j'ai fait une recherche dans Google, puis je me souviens plus des mots-clés, mais je pense que j'ai fait « Rencontre Paris » ou un truc de même, parce que je me disais... Est-ce que ce site-là, drôle, pourrait marcher en France? Ça a vraiment été ça le point de départ. Ça fait que j'écris à plusieurs personnes, puis une des caractéristiques des Français, c'est que quand tu leur écris, ils ne te reviennent pas. J'ai appris ça avec le temps. Puis ma première expérience de ça, c'est qu'ils ne sont vraiment pas nord-américains là-dessus. Là, t'sais. Ils n'ont pas notre réactivité. Puis peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins vrai, mais dans le temps, c'était flagrant. Ça fait que je fais mes mots-clés, je fais mes recherches, je vois toutes sortes d'affaires qui ont rapport avec ce que la recherche donne, une agence, mettons, de quelque chose, ou bien un site web de rencontres. Écoutez, c'est plus clair ce qui est ressorti en général, mais je me souviens qu'il est ressorti un site qui s'appelait soirée.fr. Puis je vais là-dessus, puis je vois qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des 5 à 7 partout en France, mais particulièrement à Paris. Ça fait que j'écris, puis je dis « Hey, salut », je mets le lien, mon classeur, je dis « J'ai lancé ça au Québec, est-ce que vous pensez qu'en France, ça pourrait résonner le moindrement? C'est quoi votre avis, etc. » Puis, il y a un gars qui me revient le lendemain, qui s'appelle Antoine Pétavin. On est en 2004. Je me souviens, c'est ça, c'est avril 2004. Mars 2004, la chronique à Testo passe. Un mois plus tard, je commence à me dire « Hey, peut-être qu'il y a de quoi faire en France, etc. » Et ce gars-là, Antoine, est le seul qui me revient, puis il me revient vite, puis il me dit, je pense vraiment que ça pourrait marcher. Il dit, c'est hot. Il dit, ton site, il est drôle. Il y a quelque chose de spécial là-dedans et tout. Ça fait que on commence à échanger, puis moi, ni une ni deux, je fais, hey man, je m'en vais te voir. Je descends, en plus, ça va faire un voyage et tout. Puis Testo, dans le temps, on enregistrait au Métropolis. On avait commencé au Spectrum. C'était l'an 2. Donc, on a commencé en 2003. C'était l'an 2.
Puis on enregistrait au Métropolis bien plein, 2 émissions à chaque 2 lundis. C'est qu'on rentrait vers midi, 1h, on préparait les émissions, puis on les tournait back-à-back, sans arrêter, le lundi, avec le public, c'était bien plein. Ça marchait en crime. Donc, on était après ça, techniquement, 2 semaines off. On avait des meetings, mais je pouvais partir une semaine sans que ça mette... tu sais, ça fait que j'avais comme un trou, puis le déchaîné de projets, boulimique de projets que je suis, je me suis dit, « Hey, calvaire, à quelque part, avril-mai, je suis capable de mettre une date, puis tout. » C'est que là, je parle donc avec Antoine, puis il m'invite chez eux, il dit, « Tu peux venir à la maison si tu veux, t'as l'affaire. » Puis on s'échange de messages, on se parle un petit peu. Dans le temps, c'était ICQ. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, si vous êtes trop jeune. C'était l'inventeur de Messenger de Microsoft, qui lui-même est l'inventeur des messageries, comme on connaît aujourd'hui, comme Messenger de Facebook ou autre. C'est vraiment une compagnie d'Israël qui avait parti ça. Ça s'appelait ICQ. Quand tu le prononces, ça fait I seek you, c'est-à-dire je te cherche. Fait qu'on se parlait là-dessus, entre autres, puis blablabla. C'est que là, moi, ni une ni deux, je pars avec mon pack-sac, puis on se donne le rendez-vous dans un pub. J'arrive là, à Paris, je ne sais plus quel jour. Puis il est avec un de ses chums qui s'appelait Philippe Tiercelin, je me souviens de ça. Puis là, je rencontre Antoine, puis là, on s'en va. Puis là, je découvre c'est quoi les apparts à Paris. Tabarouette. Dans un appart normal à Paris, là, si t'es juste comme... T'es jeune, là, t'as 25-30 ans, mettons, là. Ça a 300 pieds carrés, je niaise pas. Il n'y a aucun appart à Paris pour des gens normaux qui sortent de l'école puis qui ont commencé à travailler, qui se permet à la fois un salon et une salle à manger. Ça se peut pas. C'est A ou B. Ça fait que là, moi, je rentre chez Antoine, je vois un comptoir de cuisine, c'est comme un îlot, genre, puis un sofa, puis une table de salon. Il n'y a pas de place pour plus, là. C'est tout. Puis il y avait sa chambre qui était en arrière. Donc moi, j'avais un divan qui a fait office de divan-lit, puis telle affaire. Ça fait que... Puis tu montes, là. Tu peux facilement, à Paris, rester au 6e étage, pas d'ascenseur. Fait que, tu sais, pour un Nord-Américain, c'est vraiment capoté. Hey, 6 étages, je vais te dire, c'est vraiment le bordel, tout le temps, là. Tous les jours, tu descends. Après ça, tu fais, mettons, oups, j'ai oublié mes clés. Hey, on repart. Fait que bref, tu sais, là, moi, je vous le parle à mesure que j'y pense, là. Mais, ça fait que là, cette semaine-là, on jase, on se connaît, salut, comment ça va, on devient bien chum. Et les 5 années qui ont suivi, donc 2004, 5, 6, 7, 8, exactement, je suis allé en France 3 fois par année, 100% à mes frais, en squattant le divan de l'un puis de l'autre, d'un ami d'Antoine que je connaissais, puis 4 jours là, 3 jours là. Et là, j'avais des meetings, j'écrivais, j'avais rencontré le boss de Juste pour rire en France. C'était interminable. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, que j'avais une place pour moi à jouer à Paris, c'est que je crois le 2e voyage que j'ai fait, et ça c'était un moment enivrant, le 2e voyage que j'ai fait à Paris, j'avais demandé à Antoine, trouve-moi une petite salle de spectacle ou un restaurant ou quelque chose où je pourrais jouer mon show, qui à l'époque était « Moi si j'étais une fille », donc que j'avais lancé après Testostérone. J'avais écrit un livre, puis j'avais lancé un spectacle-conférence, ça s'appelait Spectacle-conférence, puis c'était « Moi si j'étais une fille ». Puis j'avais joué ça au Monument National, la petite salle en bas, pendant 10 soirs. C'était fantastique. C'était les 7 erreurs que les filles font quand ils rencontrent un gars. Puis c'était du bon stock, pas de farce. Mais évidemment, la critique me détestait déjà de par mon personnage macho de Testostérone. J'ai été démoli, c'était comme ça, passait en dessous du radar. Personne ne voulait couvrir ça. J'étais un ennemi de la gente artistique et journalistique, tu sais. Mais le projet est intéressant. Puis en salle, les réactions, c'était vraiment malade. Puis évidemment, il y avait des soirs qui étaient ordinaires. Mais sinon, là, on se tapait ses cuisses, c'était hot. Les filles d'abord, là, tu comprends? C'est un show qui était fait pour les filles, tu sais. Fait que c'était vraiment trippant. C'est que moi, je dis à Antoine, peux-tu organiser un truc? C'est qu'il trouve un sous-sol de restaurant à Montmartre qui fait des spectacles des fois, tu sais. Puis là, il envoie une liste de emails à toute sa gang de soirées et à l'affaire. Finalement, il y a comme 25 personnes qui viennent gratuitement. Puis moi, je suis là, puis je déblatère mon show. Ça sort une version à peu près d'1 heure. Mais ça marche. Ils me connaissent zéro, là. Ils savent pas je suis qui. Je vois que l'accent, ça les fait rire.
Le sujet, ça les interpelle. On tripe comme des malades. Après ça, on s'en va souper juste à côté du resto, parce que ce resto-là, on ne pouvait même pas rester pour souper après. Puis, écoute, j'étais enivré, là. Tu sais, je me disais, tabarouette, le rêve, venir jouer à Paris, parce que j'aimais déjà la ville. Tu sais, j'aime les grandes villes, moi. Fait que là, après ça, j'ai enclenché pendant 5 ans les démarches que je vous ai parlé. 5 ans. 3 fois par année minimum, à mes frais. Fait que ça veut dire pas loin de 15 000 $. Je dirais que... Ah oui, ben oui. Tu sais, un billet d'avion, là, tu t'en tires pas en bas de 6, 7, 800 $. Puis arriver là-bas, c'est en euros. Puis, fait que c'est impossible que ça coûte en bas de 1500 $. Fait que fais le calcul, je mettais au moins 3 000 4 000 $ par année là-dedans, fois 5, avec l'échange tout. J'ai mis 15 000 $. Et là, à un moment donné, je fais en 2008, en avril 2008, si je me souviens bien, je suis sur le bord d'abandonner parce qu'il se passe vraiment rien. Tous mes meetings, ça donne rien. Ça intéresse personne. Personne ne comprend ma démarche. Personne ne comprend que... Personne ne me dit, mettons, fais-nous un démo, tu sais, viens dans une salle de conférence, jase-nous pendant 1 heure, tu sais, c'est comme... Ça intéresse personne, mais c'est plus que personne comprend, parce que c'est tellement différent. C'est pas un show de stand-up avec un... Ça a toujours été mon triste destin, c'est que quand tu as un parcours en zigzag, les gens ne s'occupent pas de ce que tu livres ici maintenant. Les gens veulent comprendre d'où tu arrives. Mais les spectateurs, eux autres, ils s'en claquent. Ceux que j'ai joués en bas, là, dans le restaurant, ils s'en foutent de mon CV, là. Eux autres, ils ont fait « Ah, c'est drôle. Comme c'est bien drôle, c'est bien hot. » Ils s'en claquent du reste. Les décideurs sont tout le temps en train de se demander « T'arrives de où? » Les gens regardent le CV au lieu de regarder c'est quoi ici maintenant que tu livres, puis est-ce que le public ou même les clients, dans le cas d'une entreprise, ou les collègues, ils vont-tu faire « Calvasse? Il est bon dans ce qu'il fait, ça marche. » C'est de même dans tout, tu sais. Puis là, je me souviens que j'étais allé prendre un breuvage avec Daniel Vigeant, un ami de mon chum d'Orion. Puis on était au pub Old Orchard, qui existe, mais qui dans le temps, je ne sais plus si c'était ça, en tout cas, c'était coin Prince-Arthur et Saint-Laurent. Puis je le voyais pas souvent, Daniel, mais même à ça, je me souviens que c'était lui ce jour-là. Puis là, je revenais, ça faisait quelques jours que j'étais revenu de Paris, puis j'abandonnais, tu sais. Puis là, il dit, ouais, mais il dit, t'abandonnes, mais il dit, ce qui est hallucinant, c'est que, puis c'est vrai, ça. Il dit, c'est peut-être juste la prochaine fois qu'il va arriver de quoi. Il dit, c'est bizarre, ça fait 5 ans que tu dis que tu t'approches, tu as toi-même testé ta formule. Il me met dans la tête de ne pas abandonner. C'est spécial pareil, hein, comme à la vie des fois. C'est qu'il me met dans la tête de ne pas abandonner. Et là, j'ai une discussion avec mon chum Guy Laforce, que je vous parle à l'occasion, producteur de show, etc. Puis il me donne un contact, il dit, écoute, moi, je connais un gars, il s'occupe de booker les Zéniths. C'est des salles de 6 000 places un peu partout en France. C'est un circuit de salles. C'est pas des arénas genre Centre Bell, puis c'est pas le Saint-Denis. C'est entre les deux. 6 000 places. Puis il dit, tu pourrais le rencontrer, puis peut-être que lui, il a un contact. Je retourne, je crois que c'est ça qui était en avril 2008. Je retourne et j'ai le fameux meeting avec lui. Puis là, ce gars-là me dit, hey, il dit, c'est intéressant ton affaire. Il dit, je connais, c'est drôle, hein? Voyez-vous comment c'est comme une balle qui se lance à l'autre balle, c'est hallucinant. Il dit, je connais des nouveaux propriétaires d'une salle qui s'appelle les Blancs Manteaux. C'est une salle qui a comme 30 ans d'existence, puis c'était tenu par 2 bonnes femmes qui faisaient des shows plates, puis de la musique classique, puis des affaires poussiéreuses, puis subventionnées à mort, puis il n'y avait personne. Puis là, ça a été racheté par un couple qui, eux autres, veulent mettre ça full humour, variété. Ils veulent faire vraiment un petit point-virgule, tu sais, qui d'ailleurs est à 2 coins de rue, point-virgule. Ça fait qu'il fait tout le contact. Puis en juin 2008, je me rends 5 jours de temps parce que j'ai une audition dans la salle des Blancs-Manteaux. Il y avait 2 salles. À 4 heures l'après-midi, un dimanche de juin. Je m'en souviens, là. Ça fait que je ne sais pas lequel des 4 dimanches de juin 2008, mais c'est à 4 heures l'après-midi. C'est que moi, je me pointe 1 heure avant. Je rencontre Pascal Courtin, qui est la copropriétaire directrice artistique. Et on jase un peu. Puis moi, je fais par exprès parce que mon flair m'a dit qu'en France, les artistes, même totalement inconnus ou juniors, sont toujours portés un peu au nu. Tu sais, l'artiste, là, c'est comme « Ah, l'artiste ». Puis moi, je casse ce moule-là au bout. Je suis super convivial. Je jase comme je vous jase. Puis il y a 8 personnes dans la salle. C'est juste des amis
puis des gens du quartier, puis des clients réguliers que Pascal a appelés personnellement en disant « Venez voir, il y a un Québécois qui vient, puis il serait intéressé à jouer dans la salle, etc. » Fait qu'on est 8 un dimanche à 4 heures. Tu veux dire que c'est pas des conditions idéales. Mais baveux un peu, je fais par exprès pour rester dans la salle avec tout ce beau monde. Puis à un moment donné, je fais « Ah, mais on commence-tu? OK. » Puis là, je monte direct sur le stage. Pas d'affaire, tu sais, de loge, puis de rien. Puis ça, je sais que ça a comme fait « Mon Dieu! » Là, pour eux autres, là, c'était comme, je brisais le protocole, puis blablabla. Et là, je fais 50 minutes. Je pars, puis je fais 50 minutes de Moi, si j'étais une fille, qui était un peu... Puis j'avais sorti aussi au Jésus 2006-2007, j'avais sorti un nouveau show où est-ce que je faisais monter du monde, etc. Je fais un mélange de tout ce que je faisais, les numéros que je faisais le circuit des bars dans le temps, etc. Et là, elle vient me voir, Pascal, après ça, puis je me souviens, elle me rejoint dans le couloir, là, si tu veux, qui était le long des bancs, là. Puis elle me met les 2 mains sur le chest, tu sais, puis elle fait « Mais tu sors de où, toi? » Puis là, je vois qu'elle a trippé. Puis pourtant, à 8 personnes, je peux pas vous dire que... Mais si t'es bon dans la vie, tu t'occupes pas juste des réactions. Tu es supposé être un expert. Dans des bonnes ou des mauvaises conditions, tu vois si quelqu'un l'a ou l'a pas. Et là, le gars qui s'appelait Bruno, qui était le gars qui m'avait amené là, qui était un booker, puis qui représentait aussi les artistes, on se fait un genre de deal verbal, comme quoi c'est lui qui allait me représenter, puis qui allait faire un deal, etc. Et il disparaît totalement. Juin, juillet, août, plus de nouvelles. J'y écris, il me revient pas, c'est n'importe quoi. C'est qu'à un moment donné, je me fâche, je m'en vais sur le site des Blancs-Manteaux, puis j'écris directement à l'attention de Pascal Courtin, puis je fais « Pascal, excuse-moi, mais moi, j'ai plus de nouvelles de Bruno, je sais pas quoi. » Elle me revient le lendemain, elle dit « J'en reviens pas. » Elle dit « J'ai rêvé à toi hier soir. » Elle dit « J'ai rêvé... » Je vous dis ce qu'elle m'a écrit, là. Elle dit « J'ai rêvé qu'on était ensemble dans la salle, tu donnais ton spectacle, etc. » Elle dit « Si j'en reviens pas, là, je me réveille le matin, puis tu m'écris un email. » Elle dit « OK, on se fait un deal. » Elle dit « Lui non plus, je suis pas capable de le rejoindre. » C'est que là, je me mets à dealer directement avec elle, puis on se fait un deal où je loue la salle. Je pense que c'était 250 € par soir. Puis elle m'explique que c'est une jauge de 80, puis que si je les vends, ben ça fait 80 fois 20 €, ça fait 800 €. Puis que blablabla, puis elle m'explique tout ça. Puis là, je fais comme « Ah ouais, go, let's go », tu sais. Puis j'en rêve trop depuis longtemps, on y va. C'est que je m'autoproduis totalement, j'ai aucun producteur, j'ai rien, personne. Je loue la salle. Et j'arrive là le 4 janvier 2009, si je me souviens bien, puis elle a blindé la salle avec un site qui va faire partie de l'histoire que je vais vous conter. Puis la salle est archi pleine pour ma première représentation. Moi, je faisais les lundis, mardis, mercredis à 19h. Parce que dans les petits cafés-théâtres de Paris, la programmation est divisée entre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, puis 19h et 21h. Puis souvent, quand tu commences, t'es lundi, mardi, mercredi, mais si ça va bien, il y a toujours du mouvement, il y a des spectacles qui tombent au combat, etc. Puis en cours de route, tu te ramasses le week-end. C'est ce qui m'est arrivé. Et là, ce soir-là, je vis un rêve absolu. La salle est pleine. Ça rit à toutes mes jokes. Je suis comme, genre, tu sais, sérieux, 50 ans, tu rêves à ça, puis là, tu y goûtes, puis ça marche. C'était hallucinant. Et là, après, là, je ne vous ai pas compté non plus que j'avais un coloc qui était Sylvain, qui m'avait été présenté quelques années avant, puis je suis allé rester chez lui les 3 premiers mois, les 5 premières semaines, puis après ça, on a agrandi d'appart, parce que là, on était vraiment dans, écoute, c'était épouvantable, c'était tout petit, je gonflais mon matelas. Il dépliait son clic-clac, qu'on appelle, là, qui était comme un petit divan-lit, puis il n'y avait plus de place, c'était fini. Quand je gonflais mon matelas, terminé, il restait juste la salle de bain disponible. Ça fait que... Mais bref, après, on était dans un petit appart, oui, mais très confort, salon, chambre, telle affaire, puis j'étais là pendant le reste de l'année. Parenthèse. Et puis... et là, la suite, ça a été janvier, février, mars, avril. Avril, j'ai pris une semaine pour aller à Montréal, il fallait que je retourne. On m'avait offert un visa spécial par le consulat en France ici. Parce que moi, je voulais rester plus que 3 mois. Tu peux aller 3 mois de temps en France sans visa, mais après ça, ça prend un visa. Puis je suis revenu l'été, puis je suis retourné à l'automne, puis c'est là que j'étais tombé les week-ends. Puis toute l'aventure s'est terminée le 19 décembre 2009. Donc, au final, j'ai fait 100 spectacles, 100 quelques spectacles, alors que je partais juste pour 3 mois. Puis, j'ai rencontré des producteurs, mais des petits producteurs qui font que ça n'a jamais passé à l'autre étape. Parce que la première étape, c'est une salle de moins de 100 places, puis l'autre étape, c'est une salle de 200. Mais une salle de 200, tu ne peux plus jouer comme j'ai fait par mes propres moyens.
Il faut que tu aies un producteur qui embarque avec toi, puis il embarque pour du long terme. Il se dit, on commence avec 200, tu peux rester là pendant 1 an, 2 ans, là, à jouer 3-4 fois par semaine. Tu sais, c'est Paris, là. C'est pas juste Paris qui a, je pense, 12-13 millions dans la région parisienne d'habitants, mais c'est la ville où il y a le plus de touristes au monde. Il y a 70 millions de personnes qui transitent à Charles de Gaulle. En tout cas, je ne veux pas faire des chiffres, mais la ville la plus visitée au monde, en tout cas, c'était en première position Paris, suivi de, devinez quoi, Orlando. On y pensera pas tout de suite, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y en a du monde. Il y a 300 spectacles par soir. C'est que d'un côté, les gens sortent, puis de l'autre, il faut que tu te démarques comme fou furieux. Il y en a tellement. Ça fait que les grandes lignes de l'histoire, c'est ça. Puis j'ai eu des soirs désastreux. J'ai déjà joué devant 15 personnes. Au final, j'étais pas rentable. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse un chèque à la fin parce qu'il fallait quand même que je vive là-bas. Bon, je vivais un peu en étudiant, puis c'était une aventure, puis c'était correct, là. Mais il a fallu quand même au final que je fasse un chèque, dont le montant n'est pas super clair, mais c'était un chèque, là, tu sais, de... Je sais pas, j'ai dû payer 15-20 000 $ mon année, mettons, pour me produire là pendant 1 an. Mais quel rêve absolu! Moi, je partais pas pour, tu sais, genre, je vais être une grande vedette en France et tout. J'avais du matériel qui aurait pu vraiment aller plus loin. Ça, c'est clair. Puis j'ai fait des télés. J'ai fait 2-3 plateaux, dont un avec Cyril Hanouna, qui est rendu une grosse vedette en France. Il animait un show avec des humoristes de la relève, puis j'étais là-dessus 2 fois. Ça avait super bien marché. Ça marchait, mon affaire. C'est juste qu'à un moment donné, tu pouvais pas continuer seul au combat, là. Ça prenait... Mais j'ai vécu un rêve absolu. Je me suis fait des amis pour la vie. J'y retourne encore souvent. Et puis, oui, vivre un rêve, il y a un prix à payer. Ça aurait pu virer autrement. Peut-être que j'aurais pu être découvert par je sais pas trop quoi. Mais c'était hot. C'était vraiment hot. Écoute, tu sors... Tu sais, il y a des soirs où vraiment je faisais comme « Oh, c'est atroce, c'est zéro ». Mais la plupart des soirs, c'était enivrant. On allait tout le temps au bouquet des archives après. Puis, tu sais, j'avais des amis dans le quartier, tout. C'était écœurant. C'était vraiment... c'était magnifique. C'était un souvenir extraordinaire. Je souhaite à tout le monde, là, s'il y a quelque chose qui vous craint, là, essayez de pas... soyez pas négociable sur un rêve de même, parce que ça arrive une fois dans une vie, puis moi, j'y pense tous les jours depuis. Pour vrai. Puis là, ben, c'est pas succès assuré, mais ce que je peux vous dire, qui est très drôle, c'est que l'accent québécois, il faut être cave pour le changer quand tu t'en vas en France puis que tu donnes des shows. Ça n'a pas rapport. Il faut que tu fasses attention à comment tu parles, parce qu'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, puis des fois, on va trop vite. Fait que, parce que nous autres, on était habitués à l'accent français. On était jeunes, on voyait des films de français, de Louis de Funès, de tout ça. Mais eux autres, les Québécois, ils n'en entendent pas tant que ça, tu sais. Ça fait qu'ils ont de la misère à suivre. Mais change pas ton accent. Moi, je donnais 2 shows, hein, en passant. Je donnais mon vrai show, qui durait 60 minutes. Puis après ça, je m'en allais au bar du théâtre, l'autre bord du mur. Tu avais la porte pour sortir, puis la porte pour rentrer dans le bar. Puis là, j'allais en arrière du bar, puis j'appelais ça mon deuxième show. C'est que là, je jasais avec tout le monde. Ça fait que, selon les soirées, il restait des fois 15 personnes, 20 personnes. Mais on jasait. Puis là, c'était l'autre show parce que j'étais plus slack encore. C'était des vraies conversations. D'où tu viens, telle affaire, on parlait. Puis c'était... Écoute, eux autres, ils tripaient juste à m'entendre parler parce que c'est drôle pour un Français d'entendre parler un Québécois. C'est qu'oublie ça que de changer mon accent. C'était le contraire, tu sais. C'était vraiment... Ça fait que c'était fantastique. Donc aujourd'hui, c'est le 14 juillet. C'était mon petit hommage aux Français. Puis pour terminer, moi, je suis resté scotché à la France via YouTube. J'écoute exclusivement des émissions de France. J'écoute toutes les entrevues des politiciens qui m'intéressent, qui sont autant à droite qu'à gauche. Des philosophes qui sont comme Michel Onfray, qui sont du monde, oui, philosophes, mais en même temps qui commentent l'actualité. Puis j'ai été extrêmement imbibé de ça depuis des années. Ma démarche m'est énormément influencée par ce que je vois d'eux autres. Puis le goût pour les illustrations avec les mots, là, les tournures de phrases super imagées. Ils n'arrêtent pas de me faire rire. Tu sais, encore récemment, là, il y avait Éric Zemmour qui disait... il parlait avec une fille de la République en marche, donc la gang à Macron, celle qui est responsable de toute la question européenne. Puis là, elle parlait, puis elle disait « L'Europe, c'est fantastique et tout. » Puis Zemmour, lui, est souverainiste à la mort. Puis il dit, madame, il dit, quand je vous entends parler, il dit, je réentends Clémenceau qui disait, on sait que c'est Jaurès qui parle quand tous les verbes sont au futur. Nous allons, il faudra faire. Puis là, je pars à rire, je fais garde. Ça, c'est les Français. Ils sont tout le temps,
C'est fantastique. Ça fait que c'est ça. Maintenant, la France est ingérable. Quel bordel. Sérieux, pas sûr que je voudrais vivre là. Ah, voilà, regardez aujourd'hui. Sinon, si vous en voulez plus, posez-moi des questions précises, puis je vais partir là-dessus. Mais sinon, regarde, ça fait combien de temps, là? Je suis rendu à 25 minutes, là. Ça fait que je suis en train de dépasser votre zone de concentration. Salut, à demain!